Stéphane Siro, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Cergy-Pontoise et vous êtes spécialiste de la grève et du syndicalisme. Alors on va évidemment parler du mouvement actuel de contestation de la réforme des retraites. Je précise qu'on enregistre le samedi 11 janvier, donc une manifestation est sur le point de partir. Je dois dire que l'ampleur et la durée du mouvement social actuel me réjouit. Là, je ne participe pas à toutes les manifs, sauf celle-ci. Et bien sûr, j'ai envie de croire à une victoire, mais en même temps, si je suis honnête, au fond, je suis assez pessimiste, notamment vis-à-vis des syndicats. Alors, bon, c'est pas évident de taper sur les syndicalistes, puisque c'est malgré tout, ils font partie de ceux qui se bougent, essaient de défendre les salariés dans les entreprises, donc on n'a pas envie de tirer sur une ambulance. Mais en même temps, force est de constater qu'on est face à une crise du syndicalisme. On peut se demander à quoi ils servent, s'ils peuvent encore servir à quelque chose. Globalement, ça fait 25 ans qu'ils s'avèrent incapables de contrer les offensives libérales des gouvernements successifs. Et quand on regarde les taux de syndicalisation, on est à 11%, je crois, contre 25% dans les années 70. Donc on va parler de tout ça. Mais avant d'examiner la situation actuelle, je voudrais qu'on restitue le mouvement dans l'histoire longue du fait syndical en France. Dans votre livre « Le syndicalisme, la politique et la grève », vous faites une longue conclusion où vous identifiez 4 âges du syndicalisme. Et bon, c'est vraiment passionnant cette conclusion. Et je voulais vous demander si c'était possible de revenir brièvement sur ces 4 étapes, sachant que la première, c'est donc celle de l'interdiction de l'organisation ouvrière, ce qui commence à partir de la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle. Vous pouvez nous parler déjà de cette première. Oui, alors la première période, effectivement, elle démarre avec une loi qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui est votée en 1791 et qui a pour caractéristique d'interdire ce qu'on appelle à l'époque les coalitions. Ouais. On désigne par ce mot les organisations ouvrières, les organisations syndicales, pour reprendre des termes contemporains, et la grève. Mais le mot grève en tant que cessation du travail, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans le vocabulaire social. Donc on appelle tout cela des coalitions. Les choses vont rester grosso modo en l'état jusqu'à la loi de 1884 qui est votée par la Troisième République et qui, elle, légalise donc pour la première fois les syndicats. Donc pendant cette longue période qui dure pratiquement un siècle, les organisations ouvrières sont interdites, la grève est interdite et on s'expose dès lors qu'on est militant ou qu'on cesse le travail dans une entreprise, on s'expose à des représailles qui peuvent aller jusqu'à passer devant la justice et chaque année quasiment, même pas quasiment, chaque année il y a des peines qui sont prononcées d'amende, parfois de prison, à l'encontre en particulier de ceux qui ont organisé des mouvements de grève. Donc les organisations syndicales n'existent pas en tant que telles, au moins jusqu'au début des années 1860, où on voit apparaître les premières chambres dites ouvrières, mais qui sont très surveillées. Elles n'ont qu'un caractère toléré et non pas légal. En même temps, ce qui est aussi à remarquer, c'est que, en dépit de cette interdiction, existent déjà des formes d'organisation. Par exemple, s'il n'y a pas de syndicat, il y a des mutuelles qui vont cacher des sociétés de résistance, qui vont servir à certains moments à organiser des conflits sociaux, à piloter des grèves. Donc on a toujours, malgré tout, des formes d'organisation souterraine qui se constituent. Et puis, sous le Second Empire, à la fin du Second Empire, à partir du début des années 1860, on commence à tolérer ces premières chambres syndicales ouvrières, mais à la condition qu'elles ne présentent aucun danger pour le pouvoir. Parce que la loi Le Chapelier existe toujours, et en vertu de cette loi, il est à tout moment possible de réprimer
n'importe quelle organisation qui serait sortie du cadre défini par les autorités. Donc cette situation-là, elle va perdurer jusqu'à la loi de 1884. D'accord. C'est là qu'on voit que la Révolution française n'est pas du tout synonyme de droits syndicaux. La Révolution française, c'est avant tout une révolution qui est certes faite par le peuple, mais qui est menée par la bourgeoisie. Et l'objectif de cette bourgeoisie, il est double. Il est d'abord d'obtenir des droits politiques qui lui permettent de diriger la société. C'est ce qui va être obtenu dans la première phase de la Révolution, en 1789 notamment. Mais elle a un autre objectif, c'est d'organiser la liberté d'entreprendre, la liberté, ce qu'on appelle aussi la liberté du travail, c'est-à-dire de casser les corporations qui empêchaient la libre entreprise au fond. Mais pour eux, la libre entreprise, ça veut dire aussi faire en sorte que le travail ne s'interrompe jamais. Dans leur esprit, il y a aussi cette idée-là. Et donc la loi Le Chapelier, elle vient là pour ça. C'est-à-dire que la loi Le Chapelier vient après un décret qui s'appelle le décret d'Allard et qui commence à détricoter donc, ce système des corporations. La loi Le Chapelier termine le travail en quelque sorte et donc le complète en pénalisant les possibles mouvements sociaux et les possibles volontés ou velléités d'organisation ouvrière. Ouais. Alors, donc, la loi de 1884 qui les légalise, comment elle définit la fonction des syndicats ? Alors cette loi donne lieu à de très très longs débats. La première proposition date même de 1876, donc on a 8 ans en réalité entre le dépôt de la première proposition, par des députés, et le vote de 1884, mais parce que c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat parce que le législateur craint que légaliser les organisations syndicales puisse ouvrir la voie à une contestation généralisée. Et c'est ce qu'expriment notamment les sénateurs, qui sont les plus hostiles. Le Sénat est déjà la chambre la plus réactionnaire à l'époque. Et donc les sénateurs sont les plus hostiles à la légalisation du fait syndical en disant « mais si on fait ça, qu'est-ce qui nous garantit que ces syndicats ne vont pas mettre en quelque sorte la société à feu et à sang, organiser des grèves tout le temps, faire de la politique aussi ?» Bon, alors ceux qui sont en revanche favorables à la légalisation des syndicats, comme Jules Ferry par exemple, ou Waldeck-Rousseau, qui va donner son nom à la loi, prétendent eux au contraire que légaliser les syndicats, ça permettra d'une part d'avoir un militantisme qui se fasse au grand jour, plutôt que d'avoir des organisations souterraines qui sont finalement plus dangereuses parce qu'on ne peut pas les contrôler puisque par définition elles se cachent. Donc mieux vaut avoir finalement des structures qui existent légalement et qui sont visibles. Et par ailleurs, ils sont convaincus aussi du fait que légaliser les syndicats, c'est quelque chose qui permettra au contraire de tempérer les conflits sociaux. En partant du principe, au fond, que si la loi est bien faite, d'une part, et que, d'autre part, les militants ouvriers, ce seront sûrement les gens les plus raisonnables de leur corporation, ça permettra de tempérer certaines ardeurs. Donc c'est un peu ça leur argumentation. Mais on prend quand même soin dans la loi. Il y a d'ailleurs des débats très longs sur l'un des articles qui définit l'objet des syndicats, où il y a un adverbe qui fait débat. Certains veulent introduire l'adverbe exclusivement en disant que les syndicats ont pour objet exclusivement de porter les problématiques professionnelles. Pourquoi il y a un tel débat autour de cet adverbe ? Parce qu'on a une crainte en particulier qui est que les organisations syndicales puissent faire de la politique et puissent, par ce biais-là, remettre en question le système, l'ordre dominant. Voilà, ça c'est la grande crainte des élus de la Troisième République. Et ils pensent que si on met exclusivement, ça permettra éventuellement à des juges de condamner ceux qui se seraient inopportunément égarés dans le champ politique et auraient donc remis en question le système capitaliste au fond, puisque c'est ça l'enjeu qui est derrière cette. Et donc finalement, on garde exclusivement. Donc exclusivement va être mis dans la loi. Okay. Voilà. Et alors, parce que là, cette deuxième phase-là, elle va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais en 1906, il y a cette fameuse charte d'Amiens dont on parle encore aujourd'hui. Pouvez nous résumer ce que signifie cette charte ? On peut faire le lien entre la loi de 84 et cette charte d'Amiens parce que la loi de 1884 est une loi qui est votée dans un contexte où les républicains pensent que les syndicats, ce seront des objets modérés qui vont les aider à contrôler le social, à réguler le social, mais ils avaient l'expérience des premières chambres ouvrières qui étaient plutôt, on va dire, assez modérées. Et puis à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire quelques années après le vote de cette loi,
qu'est-ce que l'on constate? On constate que les anarchistes qui jusque-là campaient plutôt sur l'idée qu'on allait perturber le système en faisant des attentats, en faisant des choses illicites, décident finalement, voyant que ça ne marche pas, d'intégrer les organisations syndicales. Et par ailleurs, le marxisme, lui aussi, commence à prospérer dans la société française et notamment dans le monde militant et ouvrier. Et donc, la CGT, qui est la première confédération qui se crée en 1895, elle se crée au fond sur une espèce de syncrétisme entre cet anarchisme et ce marxisme qui va donner au fond naissance à ce qu'on a pu appeler à certains moments l'anarcho-syndicalisme. Et donc, au fond, les syndicalistes et la CGT qui s'organisent à la fin du XIXe siècle rompent avec les rêves des républicains. Les républicains qui pensaient que les syndicats allaient être des éléments de tempérance. Finalement, non. Au contraire, le syndicalisme légal et la CGT s'organisent autour d'un corpus de valeurs qui va être rassemblé dans cette fameuse charte d'Amiens de 1906, qui va devenir pendant un certain nombre d'années en quelque sorte la Bible du syndicalisme, et qui dit quoi? Eh bien, qui dit que la tâche des organisations syndicales, c'est d'abord de rester indépendantes de l'État, c'est de rester indépendante des organisations politiques, c'est-à-dire d'avoir leur autonomie vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des organisations politiques. Tout cela dans l'objectif à la fois de satisfaire les revendications ouvrières du moment, c'est-à-dire d'avoir un rôle assez classique qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire de faire valoir des revendications du quotidien, mais aussi d'être en capacité par lui-même, le syndicalisme, de renverser la société capitaliste et de piloter une nouvelle société. Ce qu'on va appeler aussi donc le syndicalisme révolutionnaire, au moyen de la grève générale. Voilà. L'idée qu'il y a contenue dans cette charte d'Amiens, c'est en toute indépendance vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des partis politiques qui, au fond, représentent des intérêts idéologiques dans lesquels se reconnaîtront peut-être pas forcément la masse des ouvriers. Nous, on va créer une organisation qui va rassembler le monde du travail sur la base de l'exploitation que chacun peut connaître et à partir de là, préparer la révolution qui va s'organiser donc au moyen de cette grève générale. Et d'ailleurs, le syndicalisme français est le seul, à ma connaissance, au niveau mondial, à disposer d'un livre qui va être écrit en 1909 par le numéro 2 de la CGT de l'époque, qui s'appelait Émile Pouget, et par le dirigeant des électriciens parisien qui s'appelait Émile Patot, qui était très célèbre parce qu'il avait fait couper le courant à Paris pour obtenir de satisfaction sur les revendications des électriciens. Ils vont écrire un livre qui s'intitule « Comment on fera la révolution ?» où ils expliquent donc comment eux, syndicalistes à l'aide de la masse ouvrière, vont réussir à bloquer le pays, à faire en sorte que tout le monde arrête le travail et que finalement les patrons soient obligés de donner les clés des usines aux ouvriers et à leurs représentants, les syndicats, qui vont ensuite organiser les lendemains qui chantent par eux-mêmes. Et ça avec des partis politiques ou... Sans parti politique, ouais. de manière tout à fait autonome, d'où d'ailleurs l'usage qu'ils font de la grève. Pour eux, le moyen d'action privilégié des ouvriers et des syndicats, c'est la grève, que ce soit au quotidien ou général pour renverser le système. Mais c'est la grève, pourquoi? Parce que pour eux, justement, la grève, c'est la pratique qui permet de faire vivre cette autonomie ouvrière. Voilà, si on fait grève et si on défend nos revendications ou si on renverse le monde tel qu'il est au moyen de la grève, on n'a pas besoin de l'État et on n'a pas besoin des partis politiques. On le fait par nous-mêmes. Alors, en même temps, vous parlez d'un autre épisode important. Dans cette phase-là, c'est 1936, le Front populaire, les grèves générales. Et en même temps, vous pointez qu'à ce moment-là, il y a des limites. Ils acceptent des limites au pouvoir syndical. Alors, on va dire que 1936, c'est un moment intéressant parce que, d'une certaine manière, on voit se mettre en place l'efficacité, enfin, elle s'était déjà mise en place avant, mais là, de manière plus spectaculaire, l'efficacité que peut avoir une grève généralisée à la plupart des secteurs professionnels de l'époque, enfin, ouvriers principalement, mais aussi... également les employés qui s'y mettent un peu plus que d'habitude, les occupations d'usines, enfin des pratiques très transgressives, somme toute, parce que l'occupation d'usine, il est bien évident que c'est parfaitement interdit en vertu du droit de propriété et du droit de grève même. Si on fait grève, on quitte son lieu de travail, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc on a des pratiques finalement très transgressives, un syndicalisme de masse qui se constitue, mais en même temps, on voit s'accélérer
finalement ce qui va devenir dans l'âge suivant l'institutionnalisation du syndicalisme. Pourquoi ? Parce que, notamment au travers de la loi sur les conventions collectives, eh bien, les organisations syndicales commencent à se convertir à la négociation collective, ce qu'ils faisaient beaucoup moins auparavant, mais parce que justement la panoplie législative ne leur permettait pas non plus de faire la démonstration d'une certaine efficacité par ce moyen-là. Et donc une forme d'intégration du syndicalisme au fonctionnement de la société est en train de se construire. Et donc on voit à la fin de cette période-là commencer au fond à se déconstruire, même si ça avait commencé un peu avant avec la scission de la CGT en 1920-21 qui avait conduit à l'existence de 2 CGT, une liée au Parti communiste et une autre plutôt au Parti socialiste et plus réformiste, pour reprendre un vocabulaire contemporain. Mais toujours est-il que le syndicalisme tend plutôt à s'éloigner des valeurs qui étaient celles de la Charte d'Amiens. C'est-à-dire que désormais, celui qui se veut le plus révolutionnaire n'est pas révolutionnaire de façon autonome, mais l'est avec le Parti communiste, en association avec le Parti communiste. L'autre CGT, celle de Léon Jouot, ne se veut plus elle-même révolutionnaire, et elle le dit, veut au contraire s'installer plutôt dans une forme, même si le mot est anachronique, mais dans une forme de cogestion de la société, et elle veut aménager finalement le système. Voilà. Donc on a un processus qui mène en effet vers une déconstruction de cette autonomie ouvrière qui s'était exprimée au travers de la Charte d'Amiens, et donc à un processus qui mène au final, et après la Seconde Guerre plus particulièrement, vers l'institutionnalisation et l'intégration progressive du syndicalisme à la gestion de la société. C'est ça, donc ça c'est la 3e phase, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec le programme du CNR, une vraie institutionnalisation. Alors, avec le programme du CNR et avec la constitution de la 4e République, qui en est une forme d'émanation, qui dit dans son préambule que le droit de se syndiquer, de choisir son syndicat, de même que le droit de grève d'ailleurs, sont des droits constitutionnels. Donc, y compris juridiquement parlant, le syndicalisme devient une institution, au fond. Voilà, elle est érigée au rang d'institution. Et elle est intégrée à la gestion de l'appareil d'État, par divers moyens. Par la participation au Conseil économique et social, par la gestion paritaire dans la fonction publique avec le statut qui va être voté en 1946, par la participation à la gestion des interventions sociales de l'État, voilà, les caisses de retraite, de la Sécu, etc. Donc on intègre plus qu'il ne l'avait jamais été. Le syndicalisme à la gestion sociale de l'État. Voilà. C'est ce que dit aussi d'ailleurs dans ses travaux Pierre Rosan-Vallon, qui explique bien pour cette période-là qu'on a un syndicalisme, et je rejoins tout à fait ses positions de ce point de vue-là, un syndicalisme qui devient d'une certaine manière, alors c'est peut-être un peu fort de le dire, mais qui devient une espèce d'appendice dans cette dimension-là, un appendice de l'appareil d'État. Et tout ça mène à l'organisation d'une société qui va fonctionner au moins jusqu'à la fin des 30 Glorieuses et on va dire jusqu'au début des années 80 sur la régulation conflictuelle des rapports sociaux. C'est-à-dire, au fond, une période pendant laquelle, d'ailleurs, on n'a jamais eu statistiquement autant de grèves. Les années 50, 60, 70, c'est une période où on a entre 2 et 4 000 grèves par an, on va dire en vitesse de croisière, ponctuées par des événements comme 68, où là on a une explosion historique du nombre de grévistes, mais qui ne veut pas dire que le syndicalisme est en situation de sédition par rapport à la société, ou qu'il est en train de fomenter une espèce de guerre sociale permanente. Au contraire, c'est parce que est choisi, après la Seconde Guerre mondiale, ce système de régulation par le conflit, qui comprend 3 acteurs, qui comprend bien sûr les syndicats, qui comprend le patronat et qui comprend l'État, et qui consiste à organiser un rapport de force dans lequel s'intègrent à un moment donné ces différents acteurs. Un rapport de force est construit, et une fois qu'il est construit par les syndicats qui ont généralement fait la démonstration de leur capacité à créer ce rapport de force, tout ça débouche sur la construction d'un compromis. Voilà. Donc c'est la régulation par le conflit. Mais ça signifie, avant tout de mon point de vue, une manière pour les organisations syndicales, progressivement, d'être de plus en plus intégrées, au fond, à la gestion
de l'ordre dominant et à avoir cette tâche qui consiste en quelque sorte à gérer les dérèglements du système. Voilà, c'est ce qu'on a appelé aussi le compromis fordien, c'est-à-dire on veut vous faire produire plus, et ben en échange, vous obtenez des augmentations de salaire. Mais tout ça fait malgré tout que les organisations syndicales deviennent à des degrés divers des instruments de régulation de la société, à un niveau qui n'avait jamais été poussé aussi loin, même si il y a quand même une situation où, notamment la CGT, qui reste le syndicat dominant, en association avec le Parti communiste, continue à conserver, je dirais, une espèce d'aura sulfureuse, parce qu'elle fonctionne encore sous forme de contre-société. Il y a une espèce d'écosystème CGT-Parti communiste qui se met en place et qui est très efficace, parce que, notamment, y compris si à aucun moment il ne parvient aux portes du pouvoir, en réalité, pendant les années 50 aux années 70, il n'empêche qu'il fait douter régulièrement le pouvoir de lui-même. Et on peut penser que 68 n'aurait pas été 68 s'il n'y avait pas eu, d'une part, une CGT aussi puissante, et d'autre part, un Parti communiste à 20%. C'est marrant, ça fait penser à un débat qu'on a aujourd'hui quand on parle des idées de Friot, par exemple, qui, lui, est très attaché au programme du CNR, qui dit, regardez, c'était anticapitaliste, c'était vraiment, on avait du déjà là anticapitaliste à portée de main qu'il faut défendre et faire grossir. Et d'autres qui disent non, c'était pas une victoire arrachée des travailleurs anticapitalistes, c'était quelque chose de concédé et de voulu par l'ordre et le patronat qui s'en servent justement comme moyen de réguler. Selon comment on le voit. Alors, c'est vrai que le programme du CNR, c'est effectivement un compromis à un moment donné, au sortir de la guerre, entre différentes forces, gaullistes, communistes, syndicalistes, mais en même temps qui est issu d'un rapport de force. Oui. On peut voir aussi la résistance comme une forme de mouvement populaire. Et ce mouvement populaire crée lui-même ce rapport de force qui fait qu'on a ce programme qui, en dépit du fait qu'il participe effectivement au fonctionnement et à la pérennisation du système, mais il n'empêche qu'il fournit au monde du travail une quantité de droits sociaux tels qu'il n'en avait jamais obtenu jusque-là, une quantité de protection telle qu'il n'en avait jamais obtenu, et instille dans le système économique des ferments de démocratie sociale tels qu'on n'en avait jamais connu, mais j'en profite pour préciser, démocratie sociale au sens où on l'entend à l'époque, c'est-à-dire au sens historique et syndical du terme, c'est-à-dire un véritable contre-pouvoir ouvrier, contre-pouvoir syndical, au travers des comités d'entreprise, au travers du droit syndical aussi qui se fait plus nourri, et non pas au sens où on entend la démocratie sociale aujourd'hui, c'est-à-dire comme synonyme du dialogue social. Oui, d'accord. Les comités d'entreprise, justement, alors déjà, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Alors les comités d'entreprise, c'est un épisode intéressant, parce que se pose la question de savoir jusqu'où on leur octroie du pouvoir. Oui, c'est qui dedans, dans le comité d'entreprise? Alors le comité d'entreprise, ce sont des représentants des travailleurs, mais qui ne sont pas censés être stricto sensu des syndicalistes. Sauf que la plupart du temps, bien évidemment, ceux qui vont être élus par les travailleurs sont aussi des syndicalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est le débat qu'il y a autour des comités d'entreprise sur l'ordonnance qui les crée. L'ordonnance dit que les comités d'entreprise ont un rôle consultatif, sauf en ce qui concerne les œuvres sociales, comme on les appelle à l'époque. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'on s'est interrogé pour savoir jusqu'où devait aller le périmètre du contre-pouvoir ouvrier syndical. Est-ce qu'il pouvait aller jusqu'à mettre son veto sur les prises de décision stratégiques dans les entreprises, c'est-à-dire avoir au fond un pouvoir aussi fourni que celui du chef d'entreprise. Et dans l'ordonnance du 2 février 1945 qui crée les comités d'entreprise, il est dit textuellement qu'il n'est pas question de remettre en cause l'autorité légitime du patron. Et finalement, on va rester jusqu'à nos jours, grosso modo, dans cette logique. Elle va se reposer en 1968 quand sera autorisée légalement la section syndicale d'entreprise, parce qu'on est dans un des rares pays occidentaux où il a fallu attendre la fin de l'année 68 pour voir une loi qui autorise enfin les activités syndicales dans l'entreprise. Dans l'exposé des motifs, on a la même logique, c'est-à-dire qu'il expliquait que les syndicats ont le droit d'exister, d'avoir des activités d'entreprise, mais qu'il ne s'agit pas de remettre en question le pouvoir du patron.
Bah, c'est là où la CGT a été doublée sur sa gauche par la CFDT à l'époque, qui était beaucoup plus en pointe sur la question de l'autogestion. Alors la CFDT se voulait effectivement plus en pointe sur la question, au travers de la revendication d'autogestion, sur la question du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Alors, en même temps, on peut y voir, cette question-là, elle est délicate, parce qu'on peut y voir aussi dans la recherche d'avoir davantage de pouvoir dans la prise de décision au sein de l'entreprise, on peut y voir aussi une forme d'intégration. Parce que le discours qui a été longtemps tenu par la CGT était de dire la gestion de l'entreprise, au fond, elle appartient au patron. Nous notre seul intérêt, c'est d'obtenir le maximum d'avantages pour ceux qu'on représente. Après, au patron de se débrouiller, finalement. Ouais. Hein, vous voyez, donc ça peut être, ambigu. Que de dire, nous, on va décider aussi. Oui, mais on peut. Enfin, le discours était de dire, jusqu'à temps qu'on prenne le pouvoir dans les entreprises, on ne veut pas le pouvoir sur les entreprises. Nous, on est un contre-pouvoir, on est une contre-société. Et en tant que tel, on n'a pas à se soucier finalement de la situation financière de l'entreprise, parce que ça peut être aussi le piège de l'autogestion, et ça va l'être aujourd'hui, le piège du dialogue social, parce qu'il contraint les représentants des travailleurs à prendre en considération la situation financière de l'entreprise, comme si les mauvais choix stratégiques étaient imputables aussi aux salariés. Vous voyez, donc c'est assez ambigu comme sujet. Là, on parle d'une autogestion, pas que de façade, mais une vraie autogestion reste un objectif intéressant. Non, la vraie autogestion pourrait répliquer, comme le faisait la CGT à un moment donné, avant elle-même de se convertir plus ou moins à un moment donné d'ailleurs à cette question-là, comme le Parti communiste, brièvement, qui est de dire finalement l'autogestion, elle existera quand on aura pris le pouvoir. Oui, d'accord. Mais sinon, l'autogestion en système capitaliste... Oui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Oui, les isolats, c'est ambigu. Vulnérables. Ouais. Alors, on arrive à la dernière phase dans laquelle on est, cette dernière étape à partir de la fin des 30 Glorieuses, de la crise de ce modèle, de ce compromis fordiste-là, le tournant néolibéral. Alors, ça va avec un recentrage. Vous pouvez nous expliquer le mécanisme là, de cette dernière Alors, ce qu'on appelle le recentrage du syndicalisme, à l'origine, c'est un terme qui était employé pour désigner l'évolution de la CFDT. Puisque, autour des années 77-79, la CFDT fait le choix, au fond, de devenir un syndicat de dialogue social, voilà, pour faire simple. Bon, et donc d'abandonner ce que Edmond Maire, à l'époque, qui dirige la CFDT, considère comme étant des vieilleries. Par exemple, il explique dans un texte devenu célèbre que la grève, c'est une vieille mythologie, voilà, et qu'il y a d'autres moyens pour les organisations syndicales de faire avancer les intérêts des salariés, et met entre parenthèses également d'ailleurs la revendication d'autogestion. Donc voilà, hein, à l'origine, c'est pour la CFDT qu'on a employé ce terme. Alors par extension, je l'ai utilisé pour désigner l'évolution du champ syndical, justement à partir de la charnière des années 70-80, où il me semble que progressivement, les unes après les autres, à des rythmes différents et avec, je dirais, une profondeur différente, les organisations syndicales se sont résolues finalement à devenir des instruments de cogestion du social, abandonnant, à mon sens, pour une large part, leur fonction politique, c'est-à-dire notamment leur capacité à élaborer un contre-projet, à s'imaginer comme une contre-société, et au fond à porter des utopies. Parce que c'est une des singularités du syndicalisme français, et à mon sens, c'est aussi quelque chose qui a longtemps fait sa force, c'est sa capacité à produire de l'utopie. C'est-à-dire à ne pas seulement exister dans le monde tel qu'il est, et à concevoir son action uniquement dans le monde tel qu'il est, mais à le concevoir d'une part dans ce champ-là, mais à concevoir aussi la sortie de ce champ-là, c'est-à-dire autre chose. Et cette autre chose ne peut s'imaginer qu'au travers de l'utopie. Et donc, en abandonnant cet imaginaire politique, c'est quelque chose qui produit ce recentrage qui fait que les organisations syndicales sont de plus en plus intégrées au fonctionnement de la société telle qu'elle est, donc laissent de côté cette dimension politique, tendent aussi petit à petit à davantage se convertir à la négociation collective
et a délaissé un certain nombre de pratiques, notamment de grève et plus précisément encore de grève reconductible, en particulier dans les mouvements sociaux nationaux. Donc à s'éloigner, finalement, si on veut résumer les choses, à s'éloigner du corpus de valeurs qui était celui de la charte d'Amiens, au fond. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, si on veut résumer brièvement et de manière un peu schématique, le recentrage, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai quelques questions sur différentes réformes comme ça qui ont eu lieu à partir, notamment, la première, c'est celle des lois Auroux de 1982. Oui. Parce que là, on est en plein dans ce moment de recentrage. Et en même temps, c'est toujours présenté comme des avancées, comme la dernière grande avancée avant le tournant de 83. Alors c'est plus compliqué que ça, en fait. Oui. Alors les lois Auroux, comme leur nom l'indique, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a 4. Alors il y en a une qui est restée très célèbre, notamment parce qu'elle a créé les CHSCT, qui aujourd'hui ont été remis en question par les ordonnances Macron. Mais il y en a une autre qui est la loi du 13 novembre 82, qui établit l'obligation de négocier. Notamment en particulier sur les salaires et le temps de travail et l'organisation du temps de travail. L'obligation de négocier. L'obligation de négocier, c'est-à-dire que chaque année, les entreprises, à l'intérieur des entreprises, on était censé avoir donc des négociations avec les syndicats sur les salaires, l'organisation du temps de travail. Quelle est la finalité de tout ça ? La finalité de tout ça, elle est, à mon avis, et d'ailleurs quand on regarde le bilan aujourd'hui, je pense que ça le confirme, l'idée c'est de dynamiser la négociation collective de manière à réduire la conflictualité sociale. Voilà. Sauf que pour dynamiser la négociation collective, il a fallu aussi introduire quelque chose qui va avoir, à mon avis, un effet pervers jusqu'à nos jours, c'est-à-dire d'introduire la notion d'ordre public dérogatoire. Jusqu'à 1982, et depuis le Front populaire, n'existait qu'une seule chose qui s'appelait l'ordre public social, avec la hiérarchie des normes, qui faisait que s'il existait une loi, un accord de branche ne pouvait pas être moins bon que la loi, mais seulement meilleur. Et de même, un éventuel accord d'entreprise ne pouvait pas lui-même être moins bon que la loi ou l'accord de branche, mais forcément meilleur. Pour dynamiser la négociation collective, c'est-à-dire pour inciter notamment le patronat à négocier, la loi Auroux du 13 novembre 82 instille dans le droit du travail cet ordre public dérogatoire qui fait qu'à partir de ce moment-là, il est possible de négocier des accords qui dérogent à ceux de niveau supérieur et qui peuvent, par exemple, être moins bons. Ah, parce que là, on parle souvent de ça, de l'inversion de la hiérarchie des normes, et on en a beaucoup parlé pour les ordonnances Macron. C'est le début de l'inversion de la hiérarchie des normes. Et quand je dis effet pervers, c'est parce qu'en effet, ça ouvre un très long processus de lois qui, progressivement, vont sans arrêt élargir cette possibilité de dérogation aux accords de niveau supérieur. Il y a eu la loi Fillon de 2004, notamment. Il y a eu la loi El Khomri, en 2016. Il y a eu les ordonnances Macron en 2017. Enfin bref, il y a toute une série de lois qui vont plus loin dans ce sens-là. Et qui, par ailleurs, organisent de nouveaux types d'accords collectifs qu'on appelle communément les accords donnant-donnant. C'est-à-dire que désormais, quand on signe un accord collectif, ou à partir de 82, quand on signe un accord collectif, ça veut dire que chacune des deux parties, c'est-à-dire employeur et représentant des travailleurs, doit concéder quelque chose à l'autre. Bon. Jusqu'alors, les seuls accords qui étaient signés, c'était ce que j'appelle des accords armistices. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait un conflit, un rapport de force, on négociait, et si les syndicats estimaient que les négociations étaient intéressantes et utiles, donnaient des droits nouveaux, ils signaient. En revanche, si le conflit, le rapport de force échouait, on ne signait rien. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les accords qui étaient signés étaient forcément des accords qui apportaient quelque chose et qui ne retiraient rien à la partie travailleur. Et donc à partir de 82, on inverse aussi cette logique-là. Parce que désormais, chacun est censé donner quelque chose à l'autre. Sauf que ça pose problème, notamment à partir de 82, puisque ça se passe dans quel cadre ? Ça se passe dans un cadre où les idées libérales sont en train d'avancer de manière spectaculaire, où la désyndicalisation a commencé depuis 3 ans, puisqu'on date de 79 en gros, le processus de désyndicalisation, où les partis de gauche, et singulièrement le Parti communiste dans notre société,
sont en perte de vitesse, bref, où le rapport de force devient de plus en plus favorable à l'ordre dominant. Et c'est à ce moment-là que sont ouvertes ces perspectives-là, qui vont évidemment être saisies à l'envi par notamment le CNPF. Le CNPF, au départ, était vent debout contre les lois Auroux. Et puis finalement, il va s'apercevoir qu'il peut en faire un bon usage. Un peu comme les 35 heures. Voilà, exactement. Il peut en faire un bon usage et il va se convertir aux lois Auroux, qui sont en fait un produit inventé par qui ? On peut l'identifier très aisément, inventé par la gauche dite moderniste, c'est-à-dire celle qui avait comme point dominant Jacques Delors, qui est une personnalité qu'on retrouve toujours dans ces processus-là, qui agglomérait certains syndicalistes, venus en général de la CFTC d'abord, puis de la CFDT à partir de 64, puisque la CFTC devient en partie la CFDT. Ça vient d'un certain nombre d'intellectuels, certains associés d'ailleurs à la CFDT, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, que je citais tout à l'heure, qui à ce moment-là est une des têtes pensantes de la CFDT. Ça vient aussi de lieux éditoriaux, d'organes de presse qui portent ces idées modernistes, Le Monde, Le Nouvel Observateur, les éditions du Seuil, etc. Et bref, au travers de toute cette nébuleuse, qui a l'idée qu'il faut qu'on vive dans une société qui soit moins conflictuelle, voilà, plus portée au compromis, voire au consensus. Et donc il faut aussi, même si ce n'est pas dit comme ça, il faut aussi déconstruire le syndicalisme de classe et de masse que prétend incarner la CGT, qui, elle, campe sur l'idée du rapport de force. Voilà. Et donc, il faut créer des dispositifs, notamment de loi, qui permettent d'aboutir à cela. Et les lois Auroux ont notamment cet objet. D'accord. Alors, je voudrais aussi vous interroger sur la loi de 2008, sous Sarkozy, c'est ça, qui a aussi profondément modifié le syndicalisme. Voilà. Alors, cette loi de 2008 qui revoit les critères de représentativité des syndicats, alors, d'abord, elle était conjoncturellement indispensable, parce qu'avec des taux de syndicalisation parvenus à des niveaux faibles, comme on les connaît aujourd'hui, il fallait trouver des moyens de mieux légitimer les accords collectifs et ceux qui les signent, par conséquent les organisations syndicales. Or, il devenait compliqué de les légitimer via le nombre d'adhérents, puisqu'il y en avait de moins en moins. Par ailleurs, jusque-là, existait un système qui faisait que une organisation ultra-minoritaire pouvait signer un accord et il était ensuite considéré comme valable parce que cette organisation était réputée représentative. Pour vous donner un exemple, il suffisait, je ne sais pas, dans un secteur où la CFTC, petit syndicat, n'avait quasiment aucune influence, mais bon, elle existait, elle signe, l'accord est valable. Donc on a considéré aussi qu'il fallait revoir cela. En même temps, ça a créé un précédent, qui est que la légitimité des syndicats, jusqu'à cette loi de 2008, elle était fondée avant tout sur une légitimité que j'appelle une légitimité organique. C'est-à-dire qui était puisée dans les tréfonds du social, au travers des assemblées générales de grève, au travers de la capacité des syndicats à créer des perturbations. C'est-à-dire que l'activité des syndicats, notamment l'activité conflictuelle, était prise en compte. La capacité de faire adhérer aussi. Bon, donc des formes de légitimation populaires en quelque sorte, mais directes et organiques, émanant des tréfonds du monde du travail. La loi de 2008, elle crée une légitimité qui, pour la première fois, est fondée de manière prioritaire, voire quasi exclusive dans la réalité, sur les résultats aux élections professionnelles. Donc un peu comme les partis politiques, finalement. Les organisations syndicales sont aujourd'hui légitimées par les résultats qu'elles obtiennent aux élections professionnelles. Ce qui tend, à mon avis, à élargir un peu plus le fossé qui s'est creusé au fil du temps et au fil de l'intégration du syndicalisme à la société et au processus dit de dialogue social, à creuser de plus en plus le fossé entre le terrain, entre les travailleurs sur le lieu de travail et des représentants légitimés par des élections, donc qui à la limite n'ont presque plus besoin de réunir des assemblées générales pour discuter avec les salariés, qui ont une légitimité purement légale en quelque sorte, ou qui peuvent avoir une légitimité purement légale, et qui par ailleurs sont accaparés de plus en plus dans ces processus de négociation, de discussion démultipliés, qui font que de leur aveu même, ils n'ont plus le temps
même s'ils le voulaient, ou en tout cas ils ont de moins en moins le temps d'aller au contact des salariés. Et donc ça pose un problème. Parce qu'ils sont occupés avec quoi? Avec la négociation? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, dans les entreprises, on négocie sur des tas de sujets, souvent très techniques, qui nécessitent une expertise. Donc si un négociateur qui représente des salariés ne veut pas arriver à une négociation avec des patrons en ayant l'air d'un imbécile, il faut qu'il ait étudié ses dossiers, il faut qu'il ait produit une expertise, il faut qu'il ait passé du temps à tout cela. Bon. Et donc ce temps-là, c'est un temps qui n'est pas consacré à un travail de terrain, qui n'est pas consacré, j'allais dire, à la syndicalisation. Parce qu'on est dans un pays où la syndicalisation résulte d'un acte volontaire. On n'est pas en Europe du Nord, on n'est pas en Suède, on n'est pas en Norvège, on n'est pas dans un pays scandinave. Où, d'ailleurs, quand on parle d'adhérents à des syndicats, on dit des affiliés. Comme nous, on l'est à la sécurité sociale. Mais pourquoi? Parce que dans ces pays-là, il y a un public captif. Si vous voulez certains droits, si vous voulez bénéficier de certains droits sociaux, il faut être adhérent d'une organisation. Si vous bénéficiez de conventions collectives, il faut être adhérent d'une organisation. Donc, ils ont des taux de syndicalisation de 70, 75, 80%. Chez nous, ce n'est pas le cas. Les conventions collectives touchent et couvrent quasiment tout le monde. Donc, l'acte d'adhérer à un syndicat, c'est un acte volontaire. Et effectivement, on est là dans une logique d'adhésion. Sauf que cette logique d'adhésion, et toutes les études le prouvent, quand on demande à quelqu'un pourquoi avez-vous adhéré à un syndicat, dans la majorité des cas, il répond parce que sur mon lieu de travail, j'ai rencontré un syndicaliste qui m'a convaincu que ça pouvait être utile. C'est souvent comme ça que ça se fait. Donc cette forme de représentativité des syndicats qui tend à les éloigner de cette légitimité organique que j'évoquais tout à l'heure, elle a aussi, à mon sens, des effets pervers sur la capacité à faire adhérer. Parce que si on est moins au contact, eh bien, on va moins susciter l'adhésion. Donc c'est un peu une espèce de cercle vicieux, tout ça. Dernière réforme dont je voudrais parler rapidement avant de parler du mouvement social actuel, c'est les ordonnances Macron de 2017. Ça a un impact important? Oui, ça a un impact important. Alors d'une part parce que déjà, elle détricote un peu plus le Code du travail. Oui. Ça, c'est un premier élément. Il y a des droits, on pourrait en faire l'inventaire, mais il y a des droits qui existaient auparavant qui sont retirés aux salariés, y compris par rapport au prud'homme. Bon, ça, oui. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Mais ces ordonnances retirent aussi des moyens aux organisations syndicales. Les premières centaines d'accords qui ont été signés pour créer notamment ce qu'on appelle des comités économiques et sociaux, oui. qui sont censés regrouper les instances telles qu'elles existent aujourd'hui. De l'aveu même de la CFDT, beaucoup de ces accords sont insatisfaisants et retirent des moyens aux organisations syndicales. Donc concrètement, c'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, apparaît comme étant quelque chose de très dangereux pour des syndicats qui sont déjà quand même dans une situation assez compliquée. Bon. Par ailleurs, il me semble aussi que d'une certaine manière, et c'est peut-être de mon point de vue l'effet qui pourrait être l'effet boomerang de ces ordonnances, c'est qu'à un moment donné, retirant des moyens aux syndicats, elles peuvent aussi les inciter à se désinstitutionnaliser et à se désengager en partie de processus institutionnels qui, à mon sens, ont contribué à chloroformer leur action depuis un certain nombre d'années. Parce que si on ne vous donne plus les moyens, ou on vous en donne encore moins, de peser par la négociation, par la représentation des salariés, il va bien falloir en trouver d'autres. Parce que qu'on le veuille ou non, et y compris une négociation collective, c'est un rapport de force. Donc, si on ôte aux syndicats les capacités de créer un rapport de force par des moyens non conflictuels, il va bien falloir à un moment donné qu'ils se contraignent, même s'ils ne le veulent pas, à créer un rapport de force par d'autres moyens. Et peut-être par des moyens plus classiques qui peuvent être notamment la mobilisation sociale, qui n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on entend parfois, y compris dans le secteur privé. D'accord. Alors, bon, on va en venir au contexte vraiment actuel. Ce qui est clair, c'est que ce syndicalisme-là d'accompagnement, de négociation, a plutôt échoué. Et pourtant, si c'est la CFDT qui symbolise ce genre de syndicalisme,
ils sont quand même premiers, justement, dans ces élections, ils sont premiers dans le privé, c'est ça ou, Alors, privé, dans le public privé, ils confondu? sont premiers, mais globalement, alors dans le public, ils sont derrière la CGT. Enfin, la CFDT est derrière la CGT, mais globalement, elle est devant. Sauf qu'on oublie Ouais. souvent de dire que la CFDT est passée devant la CGT parce qu'elle a perdu moins de voix que la CGT. D'accord. Et non pas parce qu'elle en a gagné. En réalité, la Bon, CFDT n'a gagné aucun terrain. d'accord. Mais Elle quand a même, moins perdu. ouais. Mais quand même, Voilà. ils sont premiers. Mais Oui. ils ont moins perdu. Mais alors, comment expliquer, alors que c'est échec sur échec, comment expliquer qu'ils soient premiers? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord, bien sûr, je dirais, l'ambiance générale. Ouais. On est dans une société où, notamment via les médias dominants, via ces systèmes d'organisation de l'ordre dominant, on met en avant ce syndicalisme-là qui est sempiternellement présenté comme le seul valable, parce que raisonnable, et parce que donc étant raisonnable, en capacité de s'accorder avec le pouvoir, alors que l'autre ne servirait strictement à rien. Donc il y a ce discours ambiant qu'on entend beaucoup d'ailleurs, quand on va sur les chaînes de télévision en continu, c'est quand même le discours dominant qu'on peut entendre. Et qu'on le veuille ou non, ce discours-là, il a un impact sur une partie de la population, hein, une partie du monde du travail. Bon. Il y a aussi, à mon avis, d'autres raisons qui sont notamment la tertiarisation de notre société. Le syndicalisme conflictuel, le syndicalisme de classe, ce modèle-là, il s'est beaucoup appuyé sur le syndicalisme ouvrier, sur le modèle ouvrier, sur des bastions qui étaient les mineurs, les sidérurgistes, les métallos, bref, des gros bataillons, les salariés de l'automobile, voilà, les gros bataillons ouvriers. C'était eux qui donnaient ces couleurs à ce syndicalisme de classe. Or, ces bastions-là n'existent, soit ils ont totalement disparu, c'est le cas des mineurs, soit ils n'existent quasiment plus pour les autres. Bon. Or, il se trouve que, notamment la CGT, qui se veut encore le syndicalisme qui porte, au fond, des pratiques conflictuelles, des pratiques de rapport de force, ce syndicalisme-là n'est pas parvenu à transformer son implantation dans un monde ouvrier traditionnel qui est exsangue aujourd'hui, à transformer cette perte de ces bataillons-là par le gain d'autres bataillons qui auraient été cherchés notamment dans le secteur tertiaire. Bon, et bien évidemment, ça nous donne un panorama syndical où cette CGT en concurrence avec la CFDT dans les élections professionnelles se trouve aujourd'hui principalement être un syndicat de salariés du secteur public, de fonctionnaires, du secteur de la santé, etc. Et se trouve très mal implanté dans le secteur privé. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CGT ne se présente pas dans beaucoup d'entreprises, ne peut pas constituer de liste de candidats dans beaucoup d'entreprises, alors que la CFDT peut en présenter davantage parce qu'elle est mieux implantée dans ce secteur privé. Donc tout ça, ces résultats électoraux, il me semble que c'est en partie quand même un trompe-l'œil, mais ça illustre quand même les problématiques d'implantation du syndicalisme, et notamment, c'est le cas, je viens de le dire, pour la CGT, et de sociologie du syndicalisme. Parce que, au-delà du taux d'adhésion et du taux de syndicalisation, il y a aussi quelque chose qui, au fil du temps, n'a cessé de se creuser, c'est le décalage entre la sociologie des adhérents des syndicats et la sociologie du monde du travail. Elle est totalement décalée. On a une surreprésentation des salariés du secteur public, une sous-représentation de ceux du privé. Alors un syndicalisme qui, lui, est plutôt mieux en point que d'autres, c'est le syndicalisme cadre. À l'inverse, les ouvriers employés sont très peu syndiqués. Voilà. Donc on a aussi cette transformation sociologique, cette transformation de l'adhésion qui a un impact aussi après par ricochet, sur les résultats aux élections professionnelles. Ce qui fait que certains syndicats, dont la CGT, qui cherche à regagner sa première place, considèrent que c'est en revenant sur le lieu de travail qu'on va permettre de revivifier l'adhésion, et en revivifiant l'adhésion, de remporter aussi davantage de voix dans les élections professionnelles, par ce type en quelque sorte, de politique par cercle concentrique. On va commencer par le bas, par le lieu de travail, et puis progressivement, on va réussir à convaincre davantage de salariés. Donc, voilà un petit peu la situation telle qu'elle est, mais c'est vrai qu'on est quand même face à une problématique qui est, si on veut résumer,
des taux de syndicalisation qui sont ceux du début du XXe siècle, avec jamais autant d'organisations syndicales. Et ça, quand même, ça pose, on voit bien, de grosses difficultés dès lors qu'il s'agit ensuite de mobiliser, notamment au plan national et interprofessionnel. Oui. Et alors, comme je disais tout à l'heure, depuis longtemps, les syndicats n'ont plus obtenu la moindre victoire. Je pense que la dernière, ça devait être 2006, le CPE. Dernier recul d'un mouvement. Alors, je dis syndicat en mélangeant peut-être avec mouvements sociaux, mais ça fait. C'est ça, la dernière grande victoire, c'était 95, puis ensuite. Oui, alors 2006, pour moi, c'est un objet à part, parce que c'est avant tout une mobilisation d'étudiants, de lycéens, de jeunesse, encadrée par les syndicats. Mais ça n'est pas par nature principalement un mouvement social classique de travailleurs. Donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas forcément sur le compte d'une victoire syndicale, mais avant tout celle d'une victoire de ces mobilisations qui sont les dernières à avoir fait peur au pouvoir, c'est-à-dire les mobilisations de la jeunesse. Si on s'en réfère aux mobilisations strictement organisées par des syndicats à destination des travailleurs, c'est vrai que le dernier succès remonte à 95, même s'il est d'ailleurs en partie relatif, parce que succès effectivement sur les régimes spéciaux. En revanche, Juppé a quand même passé sa réforme de la Sécu. Donc, bon, compromis, victoire relative. Voilà. Mais en effet, depuis, c'est une litanie d'échecs. 2003, 2008, 2009, les manifestations contre les effets de la crise qui ont abouti, c'était un peu une montagne qui a accouché d'une souris. 2010, la réforme Sarkozy contre l'âge légal 60 à 62 ans. 2016, Wael Khomri. 2017, la tentative de mobilisation contre les ordonnances Macron qui a échoué également. Tout au long du printemps et jusqu'à l'été 2018, il y a eu une succession de grands mouvements, y compris celui des cheminots pour défendre leur statut, qui finalement ont abouti pour l'essentiel à des échecs. Donc c'est vrai qu'au plan national, et plus particulièrement national et interprofessionnel, il n'y a pas eu de succès significatif depuis 25 ans, hormis cet objet particulier du CPE. Bon, en revanche, il y a eu des succès localement. L'action syndicale n'est pas que celle des mouvements sociaux les plus visibles, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi l'action dans les entreprises au quotidien. Et de ce point de vue-là, il y a des succès qui sont obtenus. Bien sûr. Mais donc c'est dans ce contexte plutôt déprimant pour les grands débats nationaux que surgit en 2018 le mouvement des Gilets jaunes, complètement à l'écart des partis d'opposition comme des syndicats, et qui pointe l'échec à la fois du dialogue social et de la conflictualité ritualisée, des marches République, Nation, de la CGT. Comment est-ce que les syndicats, comment est-ce que la CGT réagit, comprend les Gilets jaunes ? Alors très mal au plan confédéral, au plan national. Mais pour moi, c'est le symptôme de cette espèce de surinstitutionnalisation du syndicalisme à laquelle on est arrivé au début du XXIe siècle. Parce que cette institutionnalisation, qui est un long processus d'intégration, peut prendre deux formes. Il peut prendre une première forme qui est celle, pour faire simple, de la forme CFDT, c'est-à-dire un syndicalisme de lobbying qui se refuse à mobiliser par la grève, à mobiliser dans la rue. On a vu à quel point Laurent Berger avait dû se brutaliser pour descendre dans la rue le 17 décembre, où il est resté une demi-heure souffrant d'agoraphobie. Mais il y a aussi une deuxième forme d'institutionnalisation, c'est l'institutionnalisation par le conflit ritualisé, qui illustre les journées d'action venant à l'appui des manifestations. Ça a déjà marché un jour. Comment on peut croire que non, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné, en tout cas dans la période récente. En tout cas depuis le début de notre siècle, ça a échoué systématiquement. Et puis que chacun fasse sa journée d'action par métier, comme ça. Alors encore davantage. Mais même les journées d'action dites interprofessionnelles n'ont rien obtenu depuis le début de notre siècle. Bon, parce qu'on laisse pourrir le pouvoir, laisse pourrir les mobilisations. On voit d'ailleurs qu'il est un peu même beaucoup dans cette stratégie aujourd'hui. Effectivement, il y a un moment où elles finissent par pourrir, ces mobilisations, et par s'épuiser. Les gens ne peuvent pas faire grève pendant des mois. Bon. Mais donc, cette espèce de double institutionnalisation fait qu'à mon avis, les organisations syndicales, au plan national, n'ont pas bien compris, et même voire pas du tout compris, le mouvement des Gilets jaunes. J'en veux pour preuve que
la réponse apportée par la CFDT était ce fameux Grenelle du pouvoir de vivre qu'avait lancé Laurent Berger. Mais un Grenelle, c'est typiquement une réponse institutionnelle qui était rejetée de toute évidence par les Gilets jaunes et qui ne pouvait certainement pas être relayée par le mouvement des Gilets jaunes. Du côté de la CGT, d'abord, sa direction nationale a pensé que ce mouvement était probablement instrumentalisé par les patrons, par l'extrême droite, et que donc il fallait pas, c'était pas un mouvement vraiment populaire qui était bien identifié, parce que pour un syndicat, et notamment un syndicat comme la CGT, un mouvement bien identifié, c'est un mouvement avec des salariés et qui part des entreprises. Et là, c'était pas un mouvement qui partait des entreprises déjà, et par ailleurs, il n'y avait pas que des salariés, même si au final, on s'est aperçu que très majoritairement, c'était de toute façon des travailleurs, souvent des salariés, parfois des chômeurs, quelques auto-entrepreneurs, mais qui sont sous des formes d'exploitation, parfois déguisées d'ailleurs, et sous des formes de salariat déguisés. Enfin bref, ça fait partie de leur cœur de cible. Mais ça, ils l'ont pas bien compris au départ. Et puis quand ils ont commencé à se dire, finalement, c'était peut-être pas ce qu'on croyait, la réponse qu'ils leur ont apportée, c'est on va appeler à des journées d'action. C'est-à-dire, typiquement, les modalités d'intervention dans la société qui ne correspondaient pas non plus à ce que pouvait être la demande des Gilets jaunes et qui ne correspondent pas non plus à des stratégies susceptibles d'apporter satisfaction aux revendications. On le voit depuis plus de 15 ans. Bon. Donc ces réponses-là étaient des réponses décalées par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Si on regarde et si on affine les choses, localement, il a pu y avoir une compréhension plus fine du mouvement des Gilets jaunes, et notamment par des militants de la CGT. La CGT ayant cette particularité, comparée à d'autres organisations syndicales, de conserver un maillage territorial encore assez dense au travers de ses unions locales, de ses unions départementales. Et tout ça fait que ces militants-là, dans les UL et les UD, comme on dit, sont au contact dans les territoires. Ils les connaissaient, ces Gilets jaunes. Bon, ils avaient senti pour certains que quelque chose était en train de se passer. Bon. Et ça a permis, ici ou là, de créer des liens, des rapprochements entre une partie des Gilets jaunes et certains syndicalistes. Les uns étant parfois les deux à la fois. Hein. On a eu aussi des syndicalistes qui étaient des Gilets jaunes, qui ont pu momentanément troquer leur gilet rouge, si on fait référence à la CGT, pour ce gilet jaune. Mais parce qu'il y avait aussi dans ce mouvement des Gilets jaunes, je pense, un bilan qui était fait. Et ce bilan était, par les moyens traditionnels, partis politiques, syndicats, on n'y arrivera pas, et par des moyens non transgressifs, on n'y arrivera pas non plus. Or, qu'il s'agisse des partis politiques ou même des organisations syndicales, les uns et les autres sont aujourd'hui enserrés sans doute dans des carcans normatifs et qui ont le plus grand mal à sortir de la norme, à ne pas être si stricto sensu dans le cadre de la loi. Or, les mouvements sociaux, quand on regarde l'histoire, n'ont jamais réussi, à un moment donné, qu'en sortant du cadre légal. Je prends un exemple très simple. En 1936, si les ouvriers n'avaient pas occupé les usines, ce qui était interdit, bien sûr, mordicus par la loi, ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils ont obtenu. Voilà. Un mouvement social qui, par définition, reste dans les règles de droit, qui, pour l'essentiel, sont définies par l'ordre dominant, il se condamne à se lier les mains et il se condamne d'une certaine façon à l'échec. Ouais, ça marchait que pendant les 30 Glorieuses où il y avait la ça a pu marcher pendant les 30 Glorieuses, exactement. Une richesse plus ou moins favorable. Parce que ce système de régulation conflictuelle que j'évoquais tout à l'heure, à ce moment-là, pendant les 30 Glorieuses, où il y avait la croissance économique qu'on connaît aussi, qui faisait qu'il y avait du grain à moudre, hein, pour reprendre l'expression fameuse de Bergeron, dirigeant de FO, ça satisfaisait tout le monde, voilà. Ça satisfaisait les syndicats parce que légitimement, ils obtenaient des choses intéressantes pour les salariés. Ça satisfaisait les patrons parce que certes, ils donnaient un peu d'argent ou des droits, mais en même temps, on ne venait pas les embêter dans leur entreprise. Voilà, ils identifiaient assez bien les pratiques de conflit, savaient comment gérer ça, donc ça leur allait, grosso modo. Et puis l'État, ça lui allait aussi, hein, parce que d'une certaine façon, on lui laissait les mains libres sur le droit social, sur ses il ne perdait pas de ses prérogatives. Donc finalement, ça intéressait tout le monde. Oui. Donc ça fonctionnait.
Mais à partir du moment où ce schéma implose, c'est terminé. Il suffit qu'un des 3 acteurs ne veuille plus jouer le jeu et ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne à vide. Et là, vous n'avez pas l'impression quand même que certains syndicats tirent les leçons des Gilets jaunes et disent voilà, il faut qu'on soit un peu plus combatif, transgressif, il faut qu'on reprenne les grèves reconductibles. Là, ce mouvement-ci, il semble un peu plus vigoureux. En tout cas, certains syndicats ont décidé d'accompagner cette envie de revenir à des pratiques plus vigoureuses qui s'expriment sans doute à la base et chez ceux qui sont aujourd'hui, depuis plus d'1 mois, qui sont mobilisés. Qui, par exemple, et ça c'est quand même quelque chose qu'on peut noter, qui en reviennent à la pratique des grèves reconductibles, qui n'avaient pas été pratiquées sur un plan national et interprofessionnel depuis 1995 pour l'essentiel. Bon. Et en revenant aux pratiques de grève reconductible, ils en reviennent aussi aux pratiques d'assemblée générale. C'est-à-dire un retour vers cette légitimité organique que j'évoquais tout à l'heure. Donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes, qui se produisent de ce point de vue-là. Ah bon, ils avaient arrêté les assemblées générales? Les assemblées générales, dès lors que vous ne partez pas en grève reconductible, si vous appelez simplement à une journée d'action de 24 heures, il suffit d'un communiqué d'une intersyndicale et on mobilise une journée d'action de 24 heures. Alors bien sûr, sur le terrain, après, les syndicalistes vont voir, leur rôle, c'est d'aller convaincre qu'il faut y aller dans cette manifestation, etc. Mais ce n'est pas la même chose que de réunir tous les jours une assemblée générale où est prise une décision collective, démocratiquement, sur la suite d'une grève, etc. Là, ça crée une ébullition qui n'est pas la même, ça crée un lien organique qui n'est pas le même entre les représentants et les représentés. Donc voilà, ce sont des pratiques la plus classiques, mais qui ont fait leurs preuves dans notre histoire, et qui, qu'on le veuille ou non, même si satisfaction n'a pas encore été obtenue sur l'essentiel par les grévistes, qui malgré tout sont parvenus à obtenir un certain nombre de concessions qu'ils n'auraient jamais obtenues, à mon avis, sans cette forme de conflictualité. Et y compris si la CFDT peut se targuer aujourd'hui ou demain d'avoir obtenu satisfaction sur le retrait de l'âge pivot de la loi, y compris si la CFDT obtient cela, elle ne l'obtiendra pas grâce à elle-même, elle ne l'aura obtenu que grâce à la mobilisation. Donc on voit bien que, même si ça n'est peut-être pas le plein succès, et ça ne sera peut-être pas ça à l'arrivée, mais il n'empêche que si on compare avec le précédent mouvement sur les retraites 2010, avec ces journées d'action puissantes, et ces manifestations plus puissantes que celles d'aujourd'hui, au final, rien, absolument rien, n'a été obtenu. Juste une question par rapport à 1995 et aujourd'hui. Comment ça se fait que ces secteurs de la RATP et de la SNCF où les syndicats sont aussi combatifs? Parce que, alors déjà, ça reste des entreprises où le taux de syndicalisation est largement supérieur à la moyenne. Il y a une présence syndicale. Pourquoi historiquement alors, il n'y a pas que d'ailleurs. Hein, si vous voulez, les professions à statut, globalement, hein, les professions à statut sont celles où se sont construites les identités professionnelles les plus fortes, les collectifs les plus forts. Et donc, des identités professionnelles aussi marquées, des collectifs aussi puissants, ce sont des terrains qui, naturellement, sont plus ouverts, plus propices à la syndicalisation. Voilà. Et en revanche, dans les usines où on déconstruit les collectifs de travail, où on a des formes ou dans des entreprises du tertiaire où on a des formes de rémunération de plus en plus individualisées, tout ça, c'est des terrains moins propices à l'action collective et aux organisations qui portent l'action collective. Donc on a là des professions qui sont plus ouvertes au syndicalisme. D'accord, ok. Parce qu'on entend souvent la comparaison entre la grande grève des mineurs de 84-85 qui a finalement réussi à mater Thatcher en Angleterre, à une comparaison entre cette grève-là et la grève d'aujourd'hui, que ça serait l'équivalent pour Macron qui voudrait enfin en finir avec ce dernier bastion de résistance pour faire advenir son ordre néolibéral.
Voilà. Est-ce que c'est une comparaison pertinente? Je pense qu'elle l'est en partie. Alors sur Thatcher, elle a réussi au contraire à vaincre les mineurs. Elle a réussi, voilà, c'est ça. Elle a réussi Macron voudrait ça. Voudrait faire en tenant, l'équivalent. alors à peu de choses près d'ailleurs, mais elle a réussi effectivement à les épuiser. Bon. Ouais. Mais ce qui est vrai, si on veut caricaturer un peu, les grands libéraux, entre guillemets, Reagan, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de casser la grève des aiguilleurs du ciel américains. Thatcher, elle arrive au pouvoir, une des premières choses qu'elle fait, c'est effectivement de détruire le syndicalisme des mineurs qui était particulièrement puissant. On peut le penser que quelqu'un qui se veut un grand libéral comme Emmanuel Macron veuille aussi faire la démonstration qu'il est en capacité de faire sauter les derniers verrous qui restent au déploiement du rouleau compresseur libéral, ouais. Mais il l'avait déjà fait en 2018. La transformation du statut des cheminots, certes, elle avait comme objet d'ouvrir la voie à la libéralisation du secteur du rail, mais elle n'avait pas que cette vertu-là, à mon avis, dans l'esprit du pouvoir. Elle avait aussi cette vertu d'épuiser un des derniers secteurs qui reste fortement mobilisable. Alors, on a vu d'ailleurs que le pari n'est pas vraiment réussi, puisque les cheminots se sont repartis en grève au mois de décembre. Bon, mais effectivement, il y a cela. Il s'agit d'affaiblir tout ce qui peut, à un moment donné, empêcher de mener à bien cette opération qui consiste à livrer au privé tout ce qui peut l'être et à déconstruire de l'intérieur le périmètre de l'État. Bon, or, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à part la SNCF, la RATP, dans le secteur de l'énergie, c'est déjà largement mené à bien. Il ne reste plus qu'EDF à détricoter, ce qui est en train d'ailleurs d'essayer d'être fait au travers du projet Hercule que la direction d'EDF, via le gouvernement, est en train de porter, qui consiste à saucissonner un peu plus l'entreprise et donc, au fond, à la déconstruire en tant qu'entreprise publique. Donc on voit bien que tous les secteurs qui peuvent encore d'une manière ou d'une autre, résister à l'ordre libéral, sont ceux qu'il faut en priorité parvenir à soumettre. C'est une évidence. Pour terminer, est-ce que vous avez l'impression que les syndicats sont plus prêts à tirer ces leçons des Gilets jaunes et à aller plus loin dans la compatibilité ? Je pense qu'en tous les cas, si ce n'est les directions confédérales, le peuple militant, le peuple syndical ou syndiqué, lui est sans doute davantage prêt à le faire. Alors peut-être pas d'ailleurs dans toutes les organisations, mais en tout cas est plus largement prêt à le faire. Ça, c'était visible, par exemple, lors du dernier congrès de la CGT qui a eu lieu à Dijon au mois de mai de l'année dernière, où j'étais présent en tant qu'observateur. Ça émergeait de beaucoup d'interventions des délégués. Et puis, on le voit bien, malgré tout, d'une certaine façon, aujourd'hui, on a, au travers des grèves reconductibles, on a aussi une forme de retour vers des pratiques un peu plus transgressives. La grève reconductible est devenue, au fond, une pratique transgressive parce qu'elle perturbe, à un point qu'on avait un peu oublié, l'ordre économique et social. Des manifestations inopinées qu'on a pu voir ici ou là dans le cadre de l'actuel mouvement. Ça aussi, c'est des choses un petit peu transgressives. Bon, on en revient sans doute un petit peu à ces formes de pratiques-là. Mais au niveau de la Confédération ? Alors, au niveau des directions confédérales, c'est sans doute un petit peu plus compliqué parce que c'est sans doute l'échelon qui est le plus institutionnel de tous. Bon, en même temps, cet échelon confédéral, il doit bien aussi tenir compte à la fois de l'état du monde du travail et de l'état de son propre peuple militant, sans quoi il court lui-même à sa perte. Donc, il me semble que d'ailleurs, le positionnement qui est celui de la CGT aujourd'hui, par exemple, répond en partie à cela. Philippe Martinez, je dirais, recolle les morceaux de la CGT suite au mouvement des Gilets jaunes, où le positionnement de la direction confédérale avait été quelque peu critiqué. Bon, il recolle les morceaux au travers d'un retour vers des formes de mobilisation plus traditionnelles, auxquelles se convertit aussi, ça c'est quelque chose qu'on note moins souvent mais que je trouve intéressant, la CFE-CGC, le syndicalisme des cadres, qui pour la première fois se trouve en face à face dans une intersyndicale avec la CGT, SUD et la FSU. Donc qui lui-même semble se convertir progressivement à l'idée selon laquelle il faut peut-être créer des rapports de force un peu plus puissants
pour pouvoir faire évoluer les positions du pouvoir politique. Donc dans tout cela, on peut voir une partie de la digestion, je dirais, de ce qu'a pu produire le mouvement des Gilets jaunes, qui par ailleurs n'a pas toutes les vertus. C'est pour ça que je crois encore beaucoup au rôle des organisations syndicales. Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, le mouvement des Gilets jaunes, il se heurte à ses limites. Ses limites, c'est sa volonté d'être purement horizontale. C'est à la fois un atout, mais c'est aussi une limite, de ne pas avoir de relais politique ou de relais pérenne. C'est aussi ses limites. Les organisations syndicales, ce sont des structures pérennes qui sont capables de travailler le corps social dans la durée. Bon. Et elles ont cette vertu-là, cette vertu organisatrice à un moment donné, parce que qu'on le veuille ou non, il faut bien que pour que des revendications et des mécontentements sociaux s'inscrivent dans la durée, il faut des formes d'organisation. Bon, peut-être moins verticales, mais en tout cas, il faut des formes d'organisation. Il faut des structures qui soient dans la durée, qui soient aussi en capacité à construire une synergie entre le champ social et le champ politique. Voilà, et tout ça, aujourd'hui, dans l'état de la société telle qu'elle est, il me semble que les organisations syndicales, ou en tout cas certaines d'entre elles, celles qui continuent à croire aux vertus du changement de société, sont en capacité et en devoir, d'une certaine façon, de s'orienter dans cette direction-là et de prendre en quelque sorte le relais. Voilà, et d'inciter également le champ politique d'émancipation à se reconstruire sur de nouvelles bases et à servir lui-même de relais à ce syndicalisme de transformation sociale, parce qu'il ne parviendra pas, lui tout seul, à mon avis, aujourd'hui, à transformer la société dans le sens, non pas du progrès à la Macron, mais du progrès réellement producteur de nouveaux droits sociaux. Merci beaucoup. Merci.